Bonsoir, Hall-Elmer. Good evening, Hall-Elmer. Mon nom est Greg Fergus, je suis le député de Hall-Elmer et je suis ici. Bienvenue encore une fois à notre séance de forum public avec votre député. So, hi, Hall-Elmer, and welcome to another edition of your town hall with your MP. I'm Greg Fergus, and I'm just really happy to join you here today. It's been a while. That we've been through a lot over the last year as we've moved to these virtual town halls. Comme vous savez très bien, les derniers 14 mois ont été très difficiles avec la crise sanitaire. Mais on arrive au bout du tunnel et c'est ça qui est très encourageant. Grâce aux doses de vaccins qui ont été sécurisées et achetées par le gouvernement fédéral et puis étaient très habilement partagées avec le CISO ici dans la région ou Santé Québec à travers la province. Le Québec, maintenant, est le leader au Canada pour le pourcentage des Québécois qui ont eu des vaccins dans leurs bras. Je suis très fier de ça. Je sais bien avec quand tout le monde fait leur part, fait sa part, tout le monde, on va sortir ensemble, on va sortir de cette crise ensemble plutôt et puis avec dans dans les meilleures conditions possibles. So I know that thanks to the federal government securing and buying all these now vaccines and the really incredible work that Santé Québec, Health Quebec has been able to do in getting them into our arms. I'd like to salute the women and men who work with the CISO here in the region, who've really organized incredible vaccination centers. And Quebec is now the leader in Canada in terms of getting vaccines into people's arms. So more than 50% of Quebec adults have received the vaccine. Way to go. We got to keep on going. We need to hit that magic mark of 75% of getting at least one dose, and then to match it up with our second doses throughout the summer. Alors, c'est très important. On a déjà atteint le seuil de 50% des Québécois adultes qui ont reçu le vaccin. Continuons à faire notre travail pour qu'on peut atteindre l'objectif de 75% minimum des Québécois qui vont recevoir le vaccin. Et puis, leur première dose de vaccin, je devrais dire. Et puis, par après, au cours de l'été, de recevoir notre deuxième dose. En ce faisant, on va être capable retourner, de résumer, de retourner à une vie plus normale. Mais cela veut dire quoi, une vie plus normale? Je pense que pour nous ici dans la région, surtout pour ceux et celles qui travaillent pour la fonction publique, cela veut, je dois vous dire que en 2022 ne va pas ressembler, va pas ressembler 2019. Je pense que de plus en plus, les gens ont pris l'habitude de faire le télétravail quand c'est convenable pour eux, pour leur famille, pour faire la réconciliation famille-travail. Et le gouvernement du Canada, on est conscient de ça. On est en train d'élaborer une politique, puis dès le moment que j'aurai des informations à partager avec vous, je le ferai sans doute. So we know that what does normal life look like? It's going to be different. 2022 will be different from 2019. I think we've all become used to, especially if you're a federal public servant, of being able to work remotely, and that opens up a whole bunch of opportunities. But yes, we still want to make sure that we keep that in-person feeling and working in a team. So it's going to be different in terms of what the new normal is going to be. And the federal government is working on a strategy right now. And once I have some news to share with you all about what this means for returning to work, returning to an office, or having the ability to continue working, doing telework, I'll let you know as soon as I get that information. But tonight,
is not about that. Tonight's about the federal budget that was introduced by Chrystia Freeland, the Honorable Chrystia Freeland, the first female finance minister in Canada's history. It was a historic budget. There were really three big elements to this budget. The first one is to continue the fight against COVID. The second is to making sure that we can build back better, build a better future. And third, that we fight climate change. And I think those are three big themes which we'll have an opportunity to talk tonight and respond to your questions. Mais ce soir, on va pas parler de la crise sanitaire et de la pandémie. Ce soir, on va discuter le budget fédéral qui a été présenté le mois dernier. C'était le premier budget qui était écrit par la première ministre de Finances, l'honorable Chrystia Freeland. Et le budget avait trois gros volets. Le premier, c'est de continuer la lutte contre la COVID pour s'assurer qu'on peut, on va vous appuyer jusqu'au moment qu'on peut surmonter cette crise sanitaire. Deuxièmement, qu'on va rebâtir en mieux en tant que notre économie et que notre société soit plus inclusive pour qu'on puisse aborder des questions comme des changements climatiques. Alors ce soir, on a des questions qui ont été posées et comme vous savez le format, on vous invite à écrire vos questions et puis de question en question, je vais répondre à vos préoccupations pour mieux expliquer le budget. So as you guys know what the format is, we ask you to submit your questions on the chat, and then it comes to me and I'll answer the questions as they come in. Et encore une fois, comme c'est l'habitude des gens de Hall-Elmer qui sont à l'affût des questions, j'en ai beaucoup qui ont été déjà posées et on va commencer avec le premier ici, qui était proposé. Il y en a plusieurs qui s'occupent de la question de nos aînés. Alors, pourquoi votre gouvernement a créé, lors du budget du 19 avril 2021, deux catégories d'aînés et fait de l'âgisme, soit les 65 à 74 ans et les 75 ans et plus? Votre gouvernement semble ne pas reconnaître la pauvreté des aînés de 65 à 74 ans. Merci pour cette question. C'est une question très délicate, mais écoutez, comme c'est mon habitude, on va engager dans le franc-parler. La raison pour laquelle, tout d'abord, juste pour expliquer que le gouvernement fédéral a bonifié les régimes de pension pour les aînés de 75 ans et plus. Et la simple raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce que face à un budget qui a des limites, on a décidé de mettre l'emphase sur le groupe d'aînés qui sont les plus vulnérables. Et selon les statistiques, les aînés de 75 ans et plus sont plus vulnérables que les qui ont des revenus moins importants, qui ont des sources de revenus moins importants, sources de régime de retraite moins importants aussi. C'est simplement cette raison-là qu'on a dû faire un choix. Et puis, on a choisi d'aider les aînés qui sont les plus vulnérables, qui sont les aînés de 75 ans et plus. Dès le moment que l'économie reprenne, j'espère que nous serions dans la mesure de à bonifier l'autre partie des aînés et encore une fois de mettre l'accent pour ceux qui on a besoin plus de support de soutien possible. So the question that we had, which was a really good question, which was about in the last budget, my government had created two categories of seniors. And is this ageism? That is,
the 65 to 74 age category and the over 75 age category. And your government seems not to recognize that there is poverty among seniors between 64 and 75. Well, thank you for that question. It's an important one, but I have to continue with my my straight talking habit with you folks. Look, the reason why we choose that is because we had limited resources and we needed to make a choice. And we knew that the most vulnerable seniors were the ones who were 75 and older. The statistics show this, play this out. These are the folks who have smaller pensions, have fewer sources of revenue, and who are a more vulnerable risk category. And this is a reason why we put the emphasis there. As the economy takes off, and as we expect it to do, and as we have more revenues coming in into the government coffers, then we can start looking at helping out other categories of seniors. But for the moment, we knew that there was an issue, and we wanted to make sure that we helped those who were the most vulnerable, and that's where we are now. I say this, of course, knowing that it's not monolithic, the seniors group. And of course, there are seniors who do fall into the 65 to 74 age category who are quite vulnerable, but the vast majority of them would be 75 and over, and that's the reason why we put that emphasis there. Merci pour cette question, c'était vraiment important. Nous avons alors, la prochaine question qu'on a ici de Benoît. And Benoit, sorry, it was written in English. Benoit said, how will establishing a Canada-wide early learning and childcare system benefit Quebec? We already have a program in place. Excellent question, Benoit. First of all, let me just say I'm very proud of the Quebec model of early learning and childcare that we have with nos centres de petite enfance that we have here in Quebec. It has really made a big difference. It's not just a social tool, it's very much an economic tool. Despite so many advances for women, unfortunately, still the majority, for the vast majority of women, so much of the child care duties fall upon them. But it's hard for us to create prosperity in this country if 50% of the workforce doesn't have an opportunity to get out there and to be working, knowing that their children are in really great daycare system and a childcare system. That's what we've had in Quebec now for a generation. It's made a huge difference. It really has raised the participation level of women. It has created great wealth and prosperity for Quebec since we've introduced this program. But you're right. What we're doing federally won't directly affect Quebec because we don't need to build the Quebec model in Quebec. We already have it. We need to build the Quebec model in the rest of the country, which is what we are going to be doing. But that doesn't mean that we leave Quebec out of the model, out of the situation. We don't want to. There's no reason why we should ignore Quebec's needs. What we're doing is that we are going to be putting the proportional amount into Quebec for the purposes of early child care and learning. And our regional minister, Mathieu Lacombe, actually said in the media that he expects, because he's a minister of families in Quebec, that he expects that this is going to create 20,000 new childcare spaces, subsidized childcare spaces, high quality early childcare and learning spaces in Quebec. So this is our way to making the Quebec system even more accessible to more Quebec families. And that will make a big difference, not only socially, but économiquement. Alors, on a eu une excellente question de Benoît, et c'est comment est-ce qu'en établissant un système de centre de petite enfance à travers le Canada va bénéficier le Québec, compte tenu du fait que le Québec a déjà notre propre modèle. Et ce que je disais en anglais en réponse à Benoît,
C'est exactement ça. Moi, je suis très fier en tant que Québécois que notre modèle des CPE soit soit euh, rendu accessible à travers le Canada. Puis il y a beaucoup de travail à faire. On a, pour plus que 20 ans au Québec, on sait bien que ça, c'est pas juste une politique sociale, mais c'est vraiment une politique économique. C'est un outil économique. Parce que veut pas, les femmes, en dépit de tous les progrès qu'on a pour les femmes au Québec et au Canada, malgré ça, la majorité des responsabilités tombent sur les épaules des femmes pour s'occuper des enfants. Mais on a vu au Québec, en ayant un système de CPE de bonne qualité, subventionné, qui rend ça accessible euh, au commun des mortels, ça nous donne la chance de laisser les femmes participer pleinement dans l'économie québécoise. Et en ce faisant, on a créé beaucoup de prospérité à cause de ce programme-là. Ça vraiment, toutes les études ont démontré que non seulement que c'est une politique sociale, mais c'est une politique économique qui a créé de la prospérité ici. Et c'est ça qu'on veut créer, ça à travers le Canada. Cette pandémie, cette crise sanitaire a causé tellement de problèmes et surtout les femmes ont vraiment écopé le contre-coup de cette pandémie, des contre-coups économiques de la pandémie. Et on appelle ça une récession à la féminine. Si on veut reprendre du galon économiquement après la pandémie, il faut qu'on s'assure qu'on donne tous les outils pour que les femmes puissent participer pleinement dans l'économie canadienne. Et c'est la raison pour laquelle on veut emboîter le pas du Québec en établissant ce système de CPE. Mais pour le Québec, en revenant à la question de Benoît, la bonne question de Benoît, pour le Québec, on ne va pas juste laisser le Québec pour compte. On va le montant qu'on aurait dû donner pour établir un programme, on va donner ça au Québec pour s'assurer que le Québec peut bonifier leur propre programme. Et selon notre ministre régional, euh, euh, Mathieu Lacombe, qui est le ministre de la Famille au Québec, il a dit dans les médias qu'il attend que la contribution du fédéral va créer 20 000 places additionnelles subventionnées de haute qualité de la CPE qu'on a ici au Québec. Alors, moi, je suis très fier de faire partie de cette contribution et en ce faisant, non seulement qu'on va créer plus d'égalité entre les hommes et les femmes, mais on va créer beaucoup plus de prospérité aussi. Alors, merci Benoît pour cette excellente question. Euh, Si on peut passer à la prochaine question, euh, cela, ça va venir excuse-moi, je viens de recevoir une petite correction de mon équipe. Mathieu Lacombe n'a pas dit 20 000, il a dit 22 000 places additionnelles au Québec. Alors, encore mieux. Euh, Michael euh, euh, nous a écrit, he said that will Via Rail really have high frequency rail between Quebec City and Ottawa? Will Via Rail buy out Greyhound to do the last leg of the journey? C'est vraiment une excellente question, Michael. Comme vous savez, non seulement que je suis un gars qui appuie le projet de tramway de Gatineau, mais j'appuie certainement cette initiative de créer un train à grande fréquence entre Québec puis Windsor, effectivement. Excusez-moi. Cela veut dire que, selon Via Rail, l'idée, c'est qu'on Via Rail achète leur propre chemin de fer, voie ferrée. Ils ne doivent pas louer la voie ferrée de CP ou de CN, et puis en se faisant, ils doivent juste rouler aussi vite que les trains de fret qui sont dans le chemin. Si Via Rail a leur propre chemin de fer, et puis peuvent acheter l'ensemble
ancien voie ferrée de CPRI, des Canadiens Pacifique. Là, les trains peuvent rouler à pleine vitesse avec leur système, leurs engins actuels, ou on peut électrifier les trains pour que ça puisse rouler plus vite. Quand même, peu importe, cela veut dire que le temps de déplacement entre Montréal et Ottawa va réduire de 2 heures et 10 minutes jusqu'à à peu près juste un peu plus d'une heure. Pour aller à Toronto, on va réduire le temps de 5 heures ou 5 heures et demie selon le temps que vous allez prendre le train, jusqu'à 3 heures et quart. Avec ces durées-là de déplacement, on est très concurrentiel avec les avions. Et comme vous savez très bien, c'est beaucoup plus, je veux dire que je vais utiliser un mot en anglais, plaisant. Non, c'est beaucoup plus euh, euh, agréable. C'est ça que je cherche. C'est beaucoup plus agréable d'être dans un train parce que vous pouvez continuer à travailler, par exemple, avec des connexions de haute vitesse qui sont disponibles sur les trains, et on rend le voyage beaucoup plus agréable et beaucoup plus efficace et efficient. So, Michael, we are taking steps. We have put aside investments of almost $500 million to allow Via Rail to go the next step in the process of securing its own rail line. By buying its own rail line, it no longer has to rent from the CN/CP systems on the corridor line that they have between Quebec City and Toronto, Quebec City and Windsor, which is very, very busy. And Via Rail trains can only go as fast as the freight trains that are in front of them. So by having its own line, it can actually go as fast as its motors were designed to go fast. You don't even have to have les trains à grande vitesse as they have in France, or the magnetic trains, maglev trains of China or Japan, to start getting speeds closer to 200 kilometers an hour. We could use our actual trains to do this. This cuts down the trip from Montreal to Ottawa, for example, from just over 2 hours to just over an hour. This from downtown to downtown, or close to downtown as the Ottawa station is. The trip from Ottawa to Toronto goes from 5 hours, sometimes 5.5 hours, depending when you get the train, to cut it down to just over 3 hours. And as you know, it's a much more pleasant way to travel, and it allows you to work, have high-speed internet while you're on the train. So it's a very productive time that you can have, and I think this is really a great project, and this is the one that I really want to go through. I want to support. On a une excellente question que je tiens vraiment à cœur. Et merci Claude d'avoir posé cette question. Est-ce qu'on va créer de nouvelles routes avec le tramway? Tout d'abord, Claude, la ville de Gatineau, la STO, a proposé 2 tracés, des tracés un qui va aller sur le boulevard du Plateau, dans le Plateau, l'autre qui va suivre le chemin d'Hermeur. Et les deux vont se rendre, vont intégrer à Ottawa, sur la rue Wellington. Moi, ça c'est voici le tracé qui était à l'étude par la STO, par des consultants, et que la STO et la Ville de Gatineau ont adopté. Je pense que c'est un tracé qui a beaucoup de sens et qui va permettre plus du monde à s'installer sur ces axes principaux, soit à Hull ou soit ici à Elmer. Et en ce faisant, on va vraiment, d'une façon, changer nos villes
mais en préservant les valeurs, les choses qu'on aime bien de Hull et d'Aylmer, et puis ce sont nos quartiers qu'on aime bien. On aime bien qu'on peut marcher à l'épicerie ou on peut aller marcher pour aller à un parc. On garde, on n'a pas besoin d'une voiture pour se déplacer pour les plus simples euh, affaires de la vie. Euh, et pour moi, en se faisant avec ce système de transport structurant comme le tramway, euh, ça va préserver les valeurs qu'on aime bien, tandis que être très attrayant pour des jeunes, pour, euh, pour s'installer ici, de créer des entreprises ici, dans Hull-Elmer et à Gatineau, effectivement. Euh, Juste pour vous laisser savoir la chose qui est très intéressante dans le budget fédéral, que maintenant le gouvernement, dans le budget, a pris des moyens pour mandater la commission de la capitale nationale à établir un bureau de projet pour coordonner tous les paliers gouvernementaux euh, pour euh, pour créer ce projet de tramway. Je dis ça parce que ça, c'est, selon plusieurs, c'est un des projets les plus complexes au Canada. Imaginez, deux villes, Ottawa, Gatineau, Ottawa, deux gouvernements provinciaux, le Québec et le gouvernement ontarien. Et le gouvernement fédéral, parce que la CCN est propriétaire de... Vous pouvez m'entendre? Super. Sont propriétaires de plusieurs terrains et des espaces publics à travers la région de la capitale nationale. Alors, pour coordonner le tout, et n'oubliez pas que la CCN est responsable pour le transport interprovincial et le gouvernement fédéral est responsable pour le transport interprovincial. Mais ça, c'est le transport qu'on fait chaque jour ici dans la région parce que nous savons tous, oui, nous sommes deux provinces, deux villes, mais nous sommes d'une région métropolitaine. Alors, moi, je pense que c'est très important qu'on ait le même projet ou un même genre de projet structurant de notre côté de la rivière qu'ils ont déjà à Ottawa avec leur O-Train. Alors, merci beaucoup, Claude, pour cette question. Il y a des bonnes nouvelles qui ont été annoncées dans le budget, puis moi, je suis assez, je suis sûr, j'ai beaucoup de confiance qu'on va aboutir à un projet structurant bientôt pour Gatineau. We have a question here from Judith, uh, and here our green space keeps becoming constantly replaced by cement. How does the present cabinet, or I guess government, empower the National Capital Commission to be supported with the money that was once promised by the NCC's Jean Piggott? She used to be the former chair of the NCC, and many others, including the late Prime Minister Pierre Trudeau's government, before they were replaced by the Conservative government of Stephen Harper and his MP John Baird. Okay, so let's take the partisan stuff out of this if we can. So there was, when the NCC was formed, it was the idea of trying to preserve parts of the capital for the people of Canada. And for many years, there were budgets which supported investment by the NCC, and the NCC made some amazing investments. Do you like using the bike paths that really define Gatineau? Well, thank the NCC for buying up and creating those bike paths along the river, the Sentier des Voyageurs, for example. Do we appreciate keeping things like the green spaces that we know and love of the Gatineau Park? Well, that's the NCC once again, and they've just undergone a process of ensuring the green space and trying to keep the ecological component of the Gatineau Park secure and for generations to come.
So the NCC has done some great work. During the previous government's reign, there wasn't a lot of investment in terms of property acquisition. Indeed, there was a strong emphasis on trying to get the NCC to sell off properties and the like in the name of deficit reduction. So I hear where you're coming from. Since Prime Minister Trudeau's come in, we've once again reinvested in the NCC. Not as much as it used to be during the time when his father was Prime Minister, but important investments, including this year, $35 million more to invest in its upkeep and engage in some new projects that allows the NCC to really preserve our heritage here in the National Capital Region. Alors, une question de Judith concernant la CCN, la Commission de la capitale nationale, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire pour compenser pour des compressions budgétaires qui sont arrivées avec le gouvernement précédent. Essentiellement, c'est ça qu'elle voulait savoir. Et moi, j'ai dit que oui, la CCN a fait un excellent travail pour préserver des espaces verts à travers notre région. Si vous aimez faire d'emprunter le sentier des voyageurs, c'est grâce à la CCN. De préserver le parc La Gatineau, encore une fois, c'est grâce à la CCN. Nos lieux historiques partout dans la région, c'est eux qui s'occupent pour la vaste majorité de ces lieux-là. C'est la CCN. Durant le gouvernement précédent, malheureusement, ils ont, pour réduire le déficit, ils ont coupé, ils ont soumis la CCN à plusieurs compressions budgétaires, puis ils ont enlevé la partie de préservation des lieux historiques ou des endroits, des espaces verts de la CCN. Depuis notre arrivée en 2015, on a redoré le mandat de la CCN et on a investi. Pas autant qu'on faisait autrefois, mais quand même, c'était du net bénéfice pour la CCN et pour notre région. Dans le dernier budget du mois dernier, on avait investi un autre 35 millions de dollars dans la CCN pour qu'ils puissent embarquer et mener à terme plusieurs projets pour embellir notre très belle région de la capitale nationale. Merci pour cette question, Judith. On a une question de Claude. Est-ce que le budget 2021 contient des mesures pour contrôler la hausse fulgurante des prix des matériaux nécessaires à la construction et rénovation, tels que le bois? Claude, vraiment, je peux vous dire que non. Les économistes sont convaincus que ça, c'est une situation temporaire qui est en train à se résoudre maintenant, à l'heure actuelle. De plus en plus, on voit que les matériaux de construction se trouvent sur les tablettes des centres de rénovation. Les prix commencent au moins aux États-Unis à descendre, puis on sait que ça va avoir un effet ici au Canada. C'était vraiment à cause de la pandémie, à cause du fait qu'il n'y avait pas du main-d'œuvre pour s'assurer la production de ces matériaux-là. Et maintenant que l'économie est en train de reprendre ses forces, on trouve que le stock est en train d'augmenter. Et avec ça, on va avoir les prix à cause de la concurrence vont commencer à descendre encore. Alors, bonne question, Claude.
mais non, il n'y a pas des éléments dans le budget 2021 pour ça. Paul asked, how much affordable housing do we expect to build? Alors, combien de logements à prix modique prévoit-on construire? Mais dans le budget de 2021, on a proposé un financement de plusieurs milliards de dollars. Tout d'abord, 2,5 milliards de dollars supplémentaires sur 7 ans, à compter de cette année à la Société canadienne à l'hypothèque et de logement, qui va comprendre plusieurs éléments. Tout d'abord, au moins 25% de ces fonds seront consacrés à des projets de logement pour les femmes et les unités seraient construites dans les 12 mois suivant la date à laquelle le financement est accordé aux demandeurs du programme. Avec ça, ça va nous permettre à ajouter plus de 4500 nouvelles unités abordables à l'offre de logement au Canada, en plus des 4700 unités déjà financées dans le cadre de l'énoncé économique de l'automne de 2020. Et ça s'ajoute encore une fois à notre stratégie nationale sur le logement abordable qu'on avait annoncé en 2019 dans le budget. Puis cette année, cet argent-là a commencé à être injecté dans l'économie canadienne pour s'assurer qu'on va construire des centaines de mille de logements abordables à travers le Canada. C'est tellement important. Justement, cette semaine, j'ai eu une belle rencontre avec des commettants, des concitoyens, exactement sur cette question du logement abordable et comment le monde a beaucoup changé ici à Gatineau, dans l'Outaouais, depuis 20 ans. Quand j'ai acheté ma première maison, maintenant, il y a presque 30 ans, c'était tout à fait c'était normal le prix. Il y avait un rapport entre la maison de rangée de 3 chambres à coucher, c'est à peu près 100 000 $. On ne trouvera pas ce prix-là ces jours-ci. Et c'est vraiment difficile pour les jeunes à euh, avoir de devenir propriétaire d'un logement abordable quand le prix moyen des maisons dans la région frôle autour de plus que 350 000 $. Ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce que moi, si j'avais 30 ans plus jeune, ou peut-être 25 ans plus jeune, je ne sais pas comment est-ce que je vais dormir la nuit en sachant que j'aurai une hypothèque de quelques centaines de mille dollars, tandis que c'est ça que les jeunes font aujourd'hui. La seule raison que c'est abordable maintenant, c'est parce que les prix, les taux d'intérêt sont très bas et puis ils vont être bas pour un bon bout de temps selon plusieurs économistes. Mais un jour, ça va changer. Alors, il faut qu'on se prépare. Est-ce qu'on est capable de toujours payer une hypothèque si, par exemple, le taux directeur monte par 2 points? C'est une bonne question. C'est la raison pour laquelle la SCHL, le gouvernement fédéral avait établi un stress test pour s'assurer que les gens qui ont les moyens financiers peuvent acheter une maison. Et puis, on veut réduire le surendettement des Canadiens. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Où est-ce qu'ils vont vivre? Et c'est la raison pour laquelle, encore une fois, ça revient à nos investissements dans les infrastructures. En ce faisant, on permet les jeunes à trouver des appartements locatifs en ville au lieu d'acheter une maison unifamiliale très loin de la ville, très loin de leur travail, qui les oblige à acheter une voiture aussi et de passer beaucoup de leur temps
en chauffant leurs enfants d'ici et là pour aller à l'école, à la garderie, aux événements parascolaires, qui va augmenter le niveau du stress des parents. Si on permet les jeunes en investissant dans la stratégie nationale de logement, est-ce qu'on va avoir des logements locatifs abordables au centre des villes, où les jeunes peuvent avoir un accès plus facile aux emplois. Euh, Si on investit dans des transports structurants comme le tramway, qui donnent les jeunes la chance de dire est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'acheter une voiture pour se déplacer facilement entre les activités. Je pense que tout ça va mener à une nouvelle conception de fierté, de faire une bonne contribution à la société, puis ça ne passe pas autant en étant euh, euh, propriétaire d'une maison unifamiliale. Alors, voilà, une longue réponse à vraiment une bonne question complexe. We have a question from Samantha, again on one of my favorite subjects, but it's a tough question nonetheless. I love these. I love, and folks in Hull Elmer never hesitate to ask the tough ones. She asks, there will likely be expropriations associated with the tram in Elmer. When will the affected property owners be engaged? Merci pour cette, thank you for this question, Samantha. Let me first just tell you that according to the consultant's report, actually there'll be very little expropriation for the tramway for Hull Elmer, and where there could be some expropriation. Could be it's again of the smallest kind. It's not of the entire property. It's probably just beyond those couple of meters that the city already has as when you have a property that's located next to a major artery. So there's a real sense that there'll be very little expropriation. Where there could be, we also have some options. Some of the options might be is that you wouldn't have all the elements that they would want to have, such as a multifunctional, a bike path, piste multifonctionnelle. I'm not certain how to say that in English. It might not be as wide as they would want it to be. It might be a little narrower at that one spot in Elmer where it could be, where there could be a little squeeze, and that's just on Erdley Road. So there might not be a need for any expropriations, and if there were, it's going to be quite limited to a couple of cases that you can count on the number of fingers on one hand. So thank you for that excellent question. There's going to be an engagement plan as we go further and further along with creating the tramway, and there'll be a lot of information shared, not just at the last minute, but throughout the whole process, so that people can really be part of that process and hopefully reduce people's concerns. It's funny, Samantha. When we hear expropriations, everybody thinks that they might be the one that's the victim, but as it turns out, as I said, there's so few cases where that would happen, and when it does happen, it's of a minor sort, one that really wouldn't make a big difference in individuals' or property owners' situations. So thank you for that really tough question. Alors, pour répondre à cette question, est-ce qu'il va y avoir quand est-ce qu'on va savoir quand il va y avoir des expropriations pour le projet de tramway? Et puis, j'aimerais juste, je veux être rassurant sur cette question-là. Selon le consultant, puis le rapport du consultant, il va y avoir très peu de cas d'expropriation pour avoir le tramway. Comme vraiment très, très, très peu, moins que 5 ou 6 cas. Et même à ça, l'expropriation, c'est pas pour le terrain au complet, c'est juste pour une partie du terrain, ou soit qu'on doit prendre une décision pour réduire
par exemple, les normes pour les pistes multifonctionnelles qui vont accompagner le trajet du tram, le tracé du tram. Alors, c'est vraiment très, très, très peu. Mais la ville, la STO a pris un engagement qui vont toujours, comme ils ont déjà fait avec plusieurs audiences publiques qu'ils ont déjà organisées, ils vont continuer dans la même veine pour s'assurer que le public soit informé de toute cette situation. Moi, je pense que ça, c'est vraiment le modèle d'engagement public. Si on veut avoir l'approbation sociale pour des grands chantiers, il faut être très transparent et il faut être très invitant pour partager des informations avec la population. Et puis, j'ai toute confiance que je suis très confiant que la STO puis la ville va continuer à faire ça comme ils ont déjà fait preuve depuis 2 ans. J'ai une question de Jean-François qui doit partir bientôt. Alors, je vais tenter de répondre à sa question rapidement. Je ne peux pas malheureusement rester longtemps ce soir. J'étais content de voir que l'aide étrangère était en hausse pour 2021-22. Par contre, je suis déçu que l'augmentation arrête l'année prochaine et au cours des suivantes, alors que la reprise dans les pays pauvres sera tellement précaire. Merci beaucoup, Jean-François. Puis j'aimerais juste saluer, c'est une personne que j'ai eu le privilège à mieux connaître depuis mon élection en 2015. Une personne qui est vraiment dédiée à la question du développement à l'international pour s'assurer que tout le monde puisse faire partie de la prospérité qui existe dans le monde. Puis le Canada doit certainement faire sa part. Écoutez, Jean-François, la raison pour laquelle on n'est pas allé plus loin parce que même maintenant, oui, on est confiant que l'économie va continuer à augmenter, à croître dans les années à venir. À cause du fait qu'il y avait tellement un engouement pour dépenser l'argent des individus, engouement des individus pour dépenser l'argent qui va faire rouler notre économie. On voulait juste prévoir comme 1 an, 2 ans à l'avance et pas plus que ça. À l'énoncé économique à l'automne 2021, on va avoir une chance, encore une fois, de tâter le terrain pour s'assurer que l'économie prenne forme. Puis là, on peut prévoir des dépenses et des revenus pour des années à suivre. Alors, moi, je pense que le Canada et les Canadiens s'alignent avec vos valeurs pour partager notre prospérité. Pour la simple raison que si on ne partage pas, ça va créer des problèmes politiques qui vont nous affecter directement. Alors, c'est mieux de faire volontairement aujourd'hui ce qu'on va être forcé à faire dans l'avenir. Et moi, je pense que c'est la raison pour laquelle on va toujours continuer à augmenter notre développement à l'international pour s'assurer que tout le monde, littéralement tout le monde, puisse partager dans une économie croissante. Merci pour ça, puis je vous souhaite une bonne soirée, Jean-François. Silada a dit qu'elle est ravie de l'annonce concernant le système universel pour les services de garde. Je crois avoir entendu que les provinces auront le choix d'accepter ou non le financement pour instaurer un tel système. Est-ce bien le cas? Merci pour cette question. Je vais tenter d'être bref. Écoutez, on veut que toutes les provinces assistent à ça parce qu'on sait bien que quand on a un système de CPE, un garde d'enfants de qualité, on a la chance de créer la croissance économique, que les femmes puissent
mieux participer dans l'économie qui est bon pour tout le monde. Euh, on, Notre idée, c'est que pour ceux qui veulent participer dans ce programme-là, le gouvernement fédéral est prêt à jouer notre part pour leur aider à financer. Les provinces qui ne veulent pas participer, on ne peut pas les forcer, malheureusement. Non, même pas malheureusement, excuse-moi. On ne peut pas les forcer, point. Euh, c'est euh, c'est malheureux qu'ils ne veulent pas participer dans ce programme. C'est ça que je voulais dire. Euh, et alors, voici la situation. Alors, vous avez bien compris la situation, mais on va faire des pieds et des mains pour s'assurer qu'on peut avoir un programme à travers le pays parce qu'on sait bien que c'est vraiment dans l'intérêt national que les provinces et le gouvernement fédéral jouent un rôle euh, pour instaurer cet outil économique et social. I know we're getting closer to the end, so I'm going to try to see if I can get to some of the questions. Samuel asked a question. He said, "What is being done fighting climate change and protecting the environment for future generations? Has COVID slowed down the government's targets?" Far from it. Thank you, Samuel, for asking that question. Indeed, we've raised our targets. So no more are we trying to be 30% under 2005 levels or 2006 levels of greenhouse gas reductions by 2030. We are now moving it to between 45 and 50%. That's our new goal. We're being more assertive. We've introduced an important legal framework that forces the government or any government to, on a rolling basis, to determine where it's at and what steps are they taking to reach those goals and to go beyond so that we can get to net zero by 2050. We have proposed to provide $17.6 billion towards a green recovery to create jobs, to fight climate change, and by investing in climate action now, not only are we doing the right thing, but we're actually creating economic opportunities because if we're amongst the first to innovate in the economy and to create a cleaner and safer future for future generations, then we can export these innovations. And Canadian companies and as a result, Canadian people will be better off for that. It creates better jobs. It lowers carbon emissions and lowers carbon emissions not only in Canada but elsewhere as they buy our more efficient goods and services. So by no means have we laid off the gas. Well, no, we have laid off the gas. By no means have we taken our foot off the pedal because of COVID. Indeed, it's very much the time for us to be even more ambitious. We've shown that when we can hang out together as a country to fight COVID, we can also hang out together as a country to fight climate change. Merci. On a une autre question, cette fois-ci de Robert. Le budget est divisé vers plusieurs petits groupes de minorités visibles. Ça enlève le focus sur les vrais besoins, je trouve, surtout en ce moment de crise. Bonne question, Robert, et je vous comprends bien, mais je dois être en désaccord avec vous. Moi, je pense que si on veut avancer ensemble comme pays, il faut s'assurer que tout le monde en fasse partie. Vous savez, il y a des groupes qui ont des besoins particuliers parce que ils font face à des obstacles systémiques
Et il faut répondre, il faut régler ces obstacles-là pour s'assurer qu'on peut prendre plein avantage de tous les talents de tous les Canadiens, peu importe leur race, peu importe leur statut en euh, en tant que minorité. Alors, vous savez, j'ai un bon exemple à vous démontrer pourquoi c'est vraiment performant de le faire. Il y a 40 ans, le gouvernement canadien a commencé à faire ça pour s'assurer que les femmes puissent prendre leur place dans l'économie, prendre leur place dans la société. Et toutes les études ont démontré que ça a créé de la prospérité énorme en se faisant. C'est la même chose qu'on veut faire pour les autres groupes qui font face à des obstacles ou systémiques qui existent. Si on peut éliminer ces obstacles-là, non seulement que ces gens-là vont être plus capables à créer des entreprises ou de faire partie des équipes d'employés qui vont élaborer des politiques qui vont vraiment tenir la route. Euh, En ce faisant-là, les, tout le monde euh, va partager dans cette prospérité-là. Alors, il ne faut pas regarder ça, il ne faut pas assumer que si un gagne, l'autre perd. Non, on a vu ça avec les femmes. Puis je suis content qu'on va faire ça avec les Autochtones, avec les Noirs, avec d'autres groupes visibles, avec la communauté LGBTQ. Euh, on veut leur donner la chance à contribuer, leur donner la chance à créer la prospérité. Et quand on fait ça, tout le monde en sort gagnant. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut que on assume nos responsabilités en tant que gouvernement pour s'assurer que tout le monde soit partie de la solution, soit partie de la prospérité canadienne. Euh, et puis, ça arrive presque à la fin. Je sais qu'on a euh, juste une petite question qu'on a à ce moment-ci. C'est une question de Joy. Joy is asking, is the workers' benefit program temporary until the end of COVID or permanent now? Uh, so I hope I understand which program you're talking about. So the income support programs such as the PCU, the Canadian Emergency Response Benefit, are being continued until the Workers Benefit Program, the Canada Workers Benefit Program, which is another way of getting at people who are working but still find themselves poor and not able to afford the necessities of life, even though they are working. We are planning to expand the Canada Workers Program to support about 1 million working Canadians who work in low-wage jobs, and that will help them not only to return to work and increases the benefits for Canada's most vulnerable, but as a liberal, my philosophy is if you give people an opportunity to take part in the ennobling activity of work, of having the pride of having your own job, it's good for you to feel that pride, that sense of accomplishment. And by doing so, that motivates you to go even further. But what we're trying to do is saying, look, we know how hard it is to live on, for example, minimum wage. So if we make it just a little bit easier for you so that you can make sure that you could afford eyeglasses or that you can afford to, to be able to just get that little leg up so that you can just make it through to the end of the month. We're pretty certain that you're going to continue working and that you're going to seek promotions and you're going to try to be innovative, and therefore you're going to really help yourself. But what happens is that you end up helping all of us.
So to me, if you're talking about the Canada Workers Benefit, I'm convinced that's going to be there to stay. That, alongside with the workers, what we're doing for people with seniors by trying to help out the most vulnerable seniors by increasing the sécurité de vieillesse, old age security, um, by helping out families through the Canada Child Benefit, which allows people to take home tax-free dollars to help them uh, just manage those years that they have kids 18 and under, which has led, by the way, to cutting the poverty rate in this country by 1/3 in just 4 years. Um, by having those kind of programs, along with the Canada Workers Benefit, which will benefit people who don't have children or whose children are grown up but they're still in a low wage position, I think we start getting at really raising the bar and making sure that people feel that they're being taken care of and that they can have the opportunity to really contribute creatively to our society, and everybody ends up being a winner. So thank you. Merci beaucoup à tout le monde. Je sais que on arrive à la fin de notre forum du député. J'ai hâte d'engager avec vous. Si je peux juste terminer avec un petit mot sur la crise sanitaire. Je sais que la plupart des gens n'ont pas de problème, ils vont aller pour chercher leur vaccin. Mais il y a une partie importante de notre société qui ont toujours des questions. N'hésitez pas à contacter mon bureau. N'hésitez pas à parler peut-être avec votre médecin de famille pour répondre à vos questions. Avoir des hésitations, c'est normal. C'est normal. Mais je peux vous assurer que j'ai parlé avec des professionnels de la santé, des chercheurs qui ont dédié leur vie à ces questions-là. Et la vaste majorité de ces gens nous encouragent à chercher notre vaccin, notre dose de vaccin. Il y a beaucoup de science qui a été investie dans ça. On sait bien, avec l'arrivée du vaccin, on a vu plus que les gens sont vaccinés, le taux d'infection, de propagation de la COVID-19 diminue. Faisons tous notre part. Et je vous encourage à prendre votre rendez-vous aujourd'hui et pour qu'on peut mettre à terme cette crise sanitaire et puis nous pouvons passer ensemble à une société plus ouverte et plus dynamique. Et puis honnêtement, j'ai tellement hâte de donner un câlin, de serrer les mains des gens. Le contact humain me manque énormément. Je pense que c'est la même chose pour vous. So before I leave, I just want to just say a couple of words about the pandemic. And I know most of you, the vast majority of you, have received or are going to receive your vaccine shot, your jab in the arm. And I thank you for that. But it is normal for those who haven't done it or who are thinking about it and having some concerns. I want you to know having those concerns are normal. They are normal and they're very understandable. And I'm not going to try to do any shaming on that front. I just want to let you know is that I've had the opportunity to meet with scientists, with researchers who have dedicated their lives to questions such as these and vaccines. And the vast, I haven't met any, but I know that they exist, but the vast who would say don't do it, vast majority, and everyone who I've spoken to of these professionals and some of our best scientists in the country have said, take it. These things are safe. But if you have questions, call your doctor. If you have questions, call my office. I'd be happy to share with you some of the information and to patiently and listen to your concerns. And I hope in turn you'll patiently listen to some of the information that I can share with you. And I hope that you would find it convincing and important. Because I do know that the more people who take the vaccine, as we've seen in our region, once you pass a certain threshold of people taking the vaccine, we've seen the rates of COVID
fall precipitously. We're going in the right direction. And I have to tell you, I, like many of you, just just need to hug another person, need to shake people's hands. I miss the human contact. I know we all do. And if we all do our part by taking the vaccine, the sooner we can get back to uh, what I think is, the best part about being alive is being with each other. So thank you very much. Really enjoyed having this opportunity to talk about the budget with you, and I look forward to our next occasion to chat. Take care. Bonne soirée tout le monde.